Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où je reçois aujourd'hui Marine Boyer. Bonjour Marine. Bonjour. Alors Marine, vous êtes professeure agrégée d'anglais et vous enseignez en classe préparatoire BL et ECG au lycée Montaigne de Bordeaux. Vous êtes membre du jury de l'agrégation interne d'anglais et vous intéressez plus particulièrement pour votre compte personnel, mais aussi pour des recherches, à la civilisation américaine. Et donc vous avez très gentiment aujourd'hui répondu à mon appel pour parler d'une série américaine, d'une série sur la jeunesse américaine. Hein. C'est aussi intéressant de voir tout ça. C'est la série Glee. Alors Marine, pour commencer, comme c'est la tradition dans l'histoire en série, est-ce que vous pourriez présenter aux auditeurs et aux auditrices Glee, en faire le pitch rapide, histoire que tout le monde se remette en tête un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui pendant cette émission? Oui, tout à fait. Je vais essayer de faire ça le plus succinctement possible, même si il faut poser certaines choses. Donc déjà, savoir que Glee est une série qui a été diffusée sur la Fox. Alors entre 2009 et 2015, et donc c'est une série qui est dans l'ère Obama en fait. Hein, elle est contemporaine à l'ère Obama et on sent qu'on est dans ce moment-là, même à l'intérieur du propos de la série. Et c'est une série qui mélange des genres assez bien identifiés aux États-Unis. Alors le premier genre, c'est la série qui se déroule dans un lycée, où on suit les tribulations sentimentales des élèves ainsi que des professeurs. Et la comédie musicale, qui est un genre américain, hollywoodien par excellence, dont en général on ne cesse d'annoncer la mort et qui renaît constamment de ses cendres. On peut voir notamment le succès du film La La Land comme un bon exemple du fait que ça revient toujours en fait. On peut d'ailleurs penser que la série vient capitaliser sur le succès des films High School Musicals, qui étaient produits par Disney à partir de 2006 et qui ont rencontré un franc succès auprès des adolescents américains. Alors par contre, il faut bien voir que le propos de Glee, il est tout de même largement moins édulcoré que dans ces films-là. Il s'adresse à un public différent, un peu plus de sujets de société, de façon plus réaliste, avec notamment un accent qui est porté sur les questions LGBT+, enfin voilà. Donc la série, elle est enregistrée à Los Angeles, mais ce qui est important de bien comprendre, c'est que l'action, elle est située tout au moins majoritairement pour les 3 premiers Alma, dans l'Ohio, qui est une petite ville qui existe réellement et qui est située au centre de cet État du Midwest, qui représente bien la notion de Small Town America. Donc, on revoit bien la mentalité typique de la petite ville américaine du cœur des États-Unis. C'est un autre aspect important de la série, pardon. On voit bien, en fait, à plusieurs moments, l'opposition Ohio-New York comme un moteur ou même un ressort narratif dans la série. Donc vraiment, cette identification ou cette localisation dans l'Ohio, elle est vraiment importante pour bien saisir les enjeux. Et d'ailleurs, le lycée au cœur de la série, il est nommé William McKinley, qui est un président de la fin du XXe siècle, qui était natif de l'Ohio. Alors ensuite, il y a le titre qui est important. Glee, c'est un mot qui signifie joie ou allégresse en anglais et qui fait référence aux Glee Clubs que l'on peut trouver dans les lycées, voire les universités américaines. Ce sont des sortes de chorales qui mélangent danse et chant. Et ces chorales, elles s'affrontent dans des compétitions d'abord locales, puis régionales, et enfin au niveau national pour les meilleures d'entre elles. Alors évidemment, les chorégraphies, comme les costumes de la série, elles dépassent la réalité de ce qui se passe dans les vrais Glee Clubs. C'est quand même assez représentatif de la tradition des clubs scolaires, avec des activités qui sont très très intégrées dans la vie du lycée. Alors il y en a d'autres, hein, les cheerleading, donc les pom-pom girls, les marching bands par exemple. Et voilà, c'est un terrain connu, hein, là encore, pour les adolescents américains. Alors, pour
plus précisément le pitch de la série initiale, on suit le professeur d'espagnol qui s'appelle William Schuster qui veut reprendre en main le Glee Club du lycée. Alors lui-même est un ancien élève du lycée, c'est l'ancienne star de ce Glee Club qui, à son époque, avait remporté le championnat national. Et en fait, quand il arrive en tant que professeur dans ce lycée, il se désole de voir en fait la chute du Glee Club dans la hiérarchie très très rigide du lycée, qui est en fait dominée par les équipes de sport américains masculines et aussi par donc les Cheerios qui sont les membres de l'équipe des cheerleaders. Donc en fait, il va s'attacher à recruter de nouveaux élèves, alors plus ou moins talentueux. Il va essayer de convaincre le très dépassé proviseur du lycée de trouver les quelques centaines de dollars nécessaires au financement de ce Glee Club. Alors, quitte à les enlever aux cheerleaders, aux grandes dames de la coach de l'équipe, qui est un personnage très haut en couleur et qui est incarné par une très talentueuse, enfin en tout cas à mon avis, la très talentueuse Jen Lynch. Alors, son Glee Club, il va les appeler les New Directions. Il va devenir le refuge des mal-aimés du lycée, des invisibles, des impopulaires, tous ceux qu'on appelle en fait les misfits aux États-Unis. C'est une expression qui est là pour désigner ceux qui ne rentrent pas dans le moule, en fait, qui ne rentrent pas dans les stéréotypes, ou pas dans les stéréotypes, pardon, mais dans les cases, en fait. Même si, suite à diverses péripéties, le club s'enorgueillira de belles prises dans l'équipe de football et dans l'équipe des Cheerios, donc il va réussir à recruter d'autres élèves plus populaires. Alors, l'intrigue majeure des premières saisons, en plus de celle de réussir à former un groupe cohérent et inclusif qui va gagner des compétitions, elle va tourner autour d'un triangle amoureux entre trois personnages centraux. Il y a d'abord Rachel, qui est la star vocale du groupe, qui pourtant ne rentre pas dans la catégorie des populaires et qui ne rêve que de partir à Broadway pour suivre les traces de son idole, Barbra Streisand. Il y a Finn, le quarterback, la star de l'équipe de football, qui parallèlement sait aussi chanter, et Quinn, donc la capitaine des cheerleaders, qui est en couple avec Finn au début de la saison 1. Donc, en fait, les fans de séries de lycée ou de comédie musicale ne sont pas du tout dépaysés. Les codes habituels de ces deux genres, ils sont mobilisés. Il y a des performances vocales et scéniques qui sont assez remarquables. Pour autant, la série Glee a un impact générationnel indéniable dans l'Amérique d'Obama. Elle semble avoir correspondu ou même fait écho à un moment où la jeunesse américaine se réveille et se rassemble autour de diverses revendications que l'espoir initial soulevé par la présidence Obama a mis en fait sur le devant de la scène. Ce sont des questions qui étaient abordées à ce moment-là. Et la diffusion de la série, qui est donc parfaitement contemporaine aux deux mandats du président démocrate, en fait quand même un miroir des débats sociétaux de l'époque. Et il faut aussi souligner qu'elle a donné naissance à une génération de jeunes qui s'appellent les Gleeks, qui est une contraction des mots Glee et des Geeks. Et ce sont de centaines de milliers de jeunes fans de la série qui sont actifs sur les réseaux sociaux, au point de parfois avoir un impact sur le déroulement de la série elle-même. Et ça montre que la série, elle a atteint un statut assez particulier. C'était quand même un petit phénomène de société à l'époque. Elle est même mentionnée dans d'autres séries contemporaines qui passent en même temps, comme How I Met Your Mother ou la version américaine de The Office, notamment. Première question, Marine, ce qu'on peut voir ensemble, ça serait de voir cette série typique qu'on voit depuis d'ailleurs une vingtaine, trentaine d'années, c'est-à-dire la série qui parle des high schools aux États-Unis, c'est-à-dire des séries qui montrent les années lycée. Alors il y en a plusieurs, depuis, on va dire, dans les années 80-90, 21 Jump Street, jusque quasiment aujourd'hui avec Sex Education. On voit bien que cela fonctionne bien. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'à travers Glee, on voit bien ce moment-là important dans la vie des Américains, ces années lycée? Est-ce que c'est très très bien retranscrit, Marine? Oui, je pense qu'on peut vraiment dire que c'est très bien retranscrit. On est vraiment plongé dans les couloirs et les salles de classe du lycée américain, alors peut-être plus dans les couloirs que dans les salles de classe, mais c'est vrai qu'en tout cas, les années lycée, elles sont très souvent traitées dans les séries, et elles sont traitées comme, dans la fiction comme des années charnières, des années assez difficiles, où beaucoup de choses se jouent, où les adolescents qui sont en prise avec les affres typiques de cette époque de la vie doivent aussi se projeter dans leur vie après le lycée. Et évidemment, que la question de l'accès notamment aux études supérieures et du défi financier que ça représente vite pour tout lycéen, et c'est un thème récurrent de la série. On sent vraiment le poids dans les injonctions qui sont parfois contradictoires, qui sont les injonctions à la fois au succès
et à l'aspiration à suivre ou à accomplir ses rêves, et qui sont pas toujours les mêmes, et donc parfois, oui, en effet, ce que je disais, donc contradictoires. Et on se retrouve notamment dans le dilemme auquel fait face un des personnages, le personnage de Mike, qui rêve de devenir danseur professionnel contre les attentes de ses parents qui veulent faire de lui un médecin ou un avocat. Alors, il y a cette logique-là. Il y a aussi la question des obstacles académiques, mais aussi financiers pour obtenir un diplôme universitaire, ou en tout cas pour avoir accédé à une université. On voit, donc ça fait partie des ressorts, là encore, narratifs, Will, donc le professeur d'espagnol, il parvient notamment à recruter donc Finn, le quarterback, dans son Glee Club en le menaçant d'une remarque négative sur son dossier scolaire, après qu'il a lui-même caché de la marijuana médicale dans le casier de ce dernier. Bon, alors, évidemment, on peut se poser la question de la déontologie, là, mais c'est un ressort narratif. Peut-être plus que les autres personnages de la série, Finn notamment, donc cet élève qui est pourtant populaire, qui est joueur de l'équipe de football. C'est un sujet récurrent dans la série. Et le personnage de Finn, il est intéressant parce que c'est un personnage qui est élevé par sa mère, qui est veuve suite au suicide de son père. Son père était un vétéran de la guerre d'Irak et qui est revenu du front avec un syndrome post-traumatique qui l'a conduit à diverses addictions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en sous-texte, on comprend que l'avenir de Finn, qui est pourtant au sommet de la hiérarchie du lycée, mais qui est un élève médiocre, qui est issu d'une famille ouvrière, il n'est pas tout tracé et vraiment loin de là. Et dans un grand moment de doute, il dit avoir l'expression « High School Hero and Real Life Zero » tatouée sur le front, donc, qui se traduit rapidement comme héros du lycée, mais zéro dans la vraie vie ensuite. Et on voit, et c'est bien montré dans la série, qu'une de ses seules chances pour avoir accès à l'université, c'est d'obtenir une bourse universitaire grâce à ses qualités sportives. Et quand cette ambition s'envole dans la saison 3, après un court et peu glorieux passage dans l'armée dans la saison 4, finira par trouver sa voie en tant que coach assistant du Glee Club, en attendant d'obtenir une certification pour devenir professeur. Donc, s'il finit par trouver un projet de carrière qui semble satisfaire, on est quand même loin de l'avenir brillant qui semble promis à certains autres personnages de la série. Et c'est assez remarquable que l'autre personnage qui est assez marqué classe ouvrière blanche dans la série, qui est le jeune Sam, dont la famille connaît une période de difficultés financières qui les conduit à perdre leur maison, donc ils sont obligés d'aller vivre dans un motel. Lui aussi va choisir une carrière moins ambitieuse que ses camarades. Il deviendra assistant coach de l'équipe de football du lycée. Et ces deux jeunes hommes, qui semblent au final satisfaits de leur choix de vie, sont assez représentatifs, et on ne peut pas s'empêcher d'y voir un certain déterminisme social avec leur destinée qui reste locale et au final assez limitée en termes de mobilité sociale. Et ce qui est aussi très important par rapport à cette notion des années lycée, c'est aussi la notion de compétition et qui est présente donc dès le lycée, où on a ces grands thèmes très typiques, alors du lycée, mais aussi des États-Unis. Donc il y a des choses vraiment qui se passent, qui sont au cœur, encore une fois, de la société américaine. Et donc, ces thèmes très typiques du dépassement de soi et du don du meilleur de soi, ou encore de l'expression du potentiel de chacun pour la réussite individuelle, mais aussi collective, ils sont présents à chaque épisode. Et le Glee Club, là-dedans, il est assez paradoxal parce qu'il y fait écho à la compétition, à cet esprit de compétition, cet esprit de rivalité, mais il détonne aussi. En fait, la raison d'être du club, c'est de gagner des compétitions de chorale dansante. Il faut répéter, il faut être au point, il faut battre les adversaires. Pour autant, le Glee Club de McKinley, dirigé par donc Will Schuester, il offre une approche différente de certains de ses rivaux, de ses autres clubs, ou de l'équipe des cheerleaders du lycée, par exemple, pour lesquels seule la victoire compte. Alors, il y a des auditions qui sont tenues pour rentrer au Glee Club, mais en fait, tous les volontaires sont inclus, quel que soit leur niveau de chant et ou de danse. Et Will, il insiste sur le fait que chacun a sa place et que chacun apporte quelque chose, et que de fait, le Glee Club devient le refuge de tout, donc les misfits, c'est les autres losers du lycée, c'est comme ça qu'ils s'auto-décrivent. Mais il multiplie aussi les situations de compétition entre ses élèves pour les motiver à donner évidemment le meilleur d'eux-mêmes, ce qui change à la fois la saine émulation du départ en rivalité. Donc en fait, on voit une espèce de micro-société américaine à l'intérieur de ce Glee Club.
Et ça se voit d'autant plus que le Glee Club, bien que fondé sur des performances artistiques, doit prouver sa rentabilité pour survivre. En fait, les maigres ressources qui lui sont allouées doivent être investies dans une sorte d'entreprise qui gagne, entre guillemets, au moins au niveau local. Et à défaut, cet argent qui est donné au Glee Club, il sera redonné aux cheerleaders qui, elles, remportent des trophées nationaux. Alors, quand on voit la série Glee aussi, ça permet pour nous, dans l'histoire en série, ce qui est très intéressant, c'est de comprendre une société, de voir comment elle fonctionne. Et on voit très très bien à travers cette série-là le côté très inégalitaire du système scolaire américain qui doit composer à la fois avec des difficultés de financement, on n'est pas sur un fonctionnement comme en France, et aussi certaines difficultés de recrutement. Vous avez déjà aussi évoqué avec le fait qu'on peut avoir des bourses, par exemple, et des bourses pour les sportifs, c'est assez connu. On voit bien qu'aussi, dans chacune de ces séries sur les high school, il y a à chaque fois un personnage de sportif qui, comme ça, se démène pour pouvoir rentrer grâce à ses capacités sportives, justement, à l'université. Ça apparaît bien dans Glee, tout ça, Marine. Oui, ça apparaît bien et vraiment en filigrane, on voit toutes les difficultés du système scolaire américain qui est dans une période où les fonds manquent pour le système scolaire public notamment, et ça se voit particulièrement bien puisque le Glee Club est une activité extrascolaire, artistique, qu'on pourrait considérer extrascolaire mais qui ne l'est pas puisqu'elle est vraiment inclue dans le lycée, comme je le disais auparavant, et qui est une discipline artistique. Et évidemment, que ce sont les disciplines ou ces enseignements-là qui ne sont pas les enseignements, on va dire, de tronc commun pour parler comme au lycée français, qui pâtissent en première des difficultés que rencontre le système scolaire américain. Donc, des budgets sont régulièrement éliminés face aux difficultés financières. Et ce qu'il faut rappeler, je pense qu'il est important de rappeler, c'est que les établissements publics aux États-Unis sont financés localement. L'éducation, c'est une prérogative des États locaux. Aux États-Unis, ce n'est pas une prérogative du gouvernement fédéral. Et d'ailleurs, le gouvernement fédéral, lorsqu'il s'est piqué récemment de réformes scolaires, il a plutôt encouragé des modèles qui introduisent des règles de compétitivité et des logiques de financement privé dans les établissements scolaires plutôt que des grandes réformes de fonds, de financement pour amener un petit peu plus d'égalité en fait, ou d'égalité d'accès dans le système scolaire. Et ce qui est vrai, c'est que les réalités locales sont très variées en termes de financement, en termes de qualité d'enseignement. Et la tendance des dernières années, notamment suite à la crise de 2008, ça a bien entendu été favorable au financement de l'éducation publique, alors un peu partout, mais peut-être encore plus dans des États, alors du Midwest certes, mais aussi du sud des États-Unis. C'est aussi vrai pour le recrutement. Quand on voit la galerie de professeurs qui est dépeinte dans Glee, le portrait étant quand même assez peu flatteur. Alors certes, c'est exagéré, mais ça reflète quand même une réalité. Will, par exemple, donc il est professeur d'espagnol, simplement parce que c'était le poste vacant dans l'équipe quand il est arrivé au lycée, et non pas parce qu'il maîtrise le sujet, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas. Ça fait l'objet d'un épisode de la série. Et d'ailleurs, un peu plus tard, dans les saisons plus tardives, il deviendra professeur d'histoire simplement parce qu'il aime bien l'histoire et que le cours d'histoire devient vacant. Donc ça peut paraître une fantaisie de scénario, mais c'est une réalité. Dans certains districts scolaires, la pénurie de professeurs qualifiés est si grave que les autorités éducatives locales recrutent en effet sans qualification particulière. Et ça participe du système inégalitaire qu'on trouve aux États-Unis. Il y a aussi les difficultés financières de Will lui-même, qui peine à joindre les deux bouts avec son salaire de professeur, qui montre bien cette espèce de précarité du système scolaire. Il y a aussi la rivalité entre professeurs pour obtenir un poste de titulaire. Alors, ils appellent ça tenure aux États-Unis. Donc, on voit bien que le peu de fonds qui existent fait l'objet d'une compétition assez intense. Donc, il y a vraiment une pression financière sur les établissements publics aux États-Unis. Les économies sont faites partout, alors où c'est possible, mais évidemment au détriment de la qualité de l'éducation. Et ce qui est assez intéressant aussi dans la série, c'est la comparaison avec un autre établissement qui est présent, Dalton Academy,
qui est une école contre laquelle McKinley se trouve opposé dans une des compétitions de Glee Club. Et là, vraiment, on est dans un autre monde. Cet établissement privé, c'est une institution où non seulement les conditions matérielles sont idéales, mais aussi les attentes académiques sont plus élevées. Et lorsqu'un élève de McKinley, donc Kurt, quitte le lycée pour aller à la Dalton Academy, alors il quitte le lycée pour échapper au harcèlement que lui fait subir un autre élève à cause de son homosexualité, pardon. Son père, qui est gérant de magasin de pneus, donc qui gagne sa vie honnêtement, mais qui est loin d'être riche, mais il fait un gros sacrifice financier pour mettre son fils à l'abri. Et on voit vraiment que du coup, Kurt rentre dans un autre monde où la réalité éducative n'a rien à voir avec le lycée McKinley d'où il vient. Marine, il y a aussi quelque chose d'incontournable hein. Quand on regarde Glee, c'est tout ce qu'on peut voir, c'est d'ailleurs le reflet de la série, le reflet de la société, tout ce qu'on peut voir autour des lycées américains, c'est-à-dire de tous les événements négatifs qu'on voit là-dessus. Bon, par exemple, les school shootings, bien sûr, c'est quelque chose qui apparaît dans Glee, comme d'ailleurs tout ce qui est aussi le suicide. Hein. On pense aussi aux séries comme 13 Reasons Why, par exemple. Tout ça, c'est traité dans cette série-là. Oui, c'est traité. Alors, c'est traité d'une façon peut-être un peu différente parce que la série Glee est surtout au final une série assez souvent plutôt humoristique et c'est même assez loufoque hein, à bien des égards et pour autant hein, on retrouve en effet ces sujets un peu classiques hein, dans les séries sur les lycées, alors avec des sujets graves, alors certains d'autres moins graves, mais des sujets graves, hein, des sujets comme le suicide des jeunes et en effet les SCO. Alors ça c'est abordé clairement frontalement, hein, lorsque notamment un étudiant rejeté par ses parents à la suite de son coming out, donc attente à sa vie dans un des épisodes, et on voit donc Will Schuester qui en profite pour organiser un temps de parole, une sorte de groupe de soutien pour les élèves de son Glee Club, et étant donné l'audience de la série, on peut que comprendre que la série envoie un message hein, aux personnes qui regardent en disant voilà, parlez, n'hésitez pas, ne restez pas seuls. Donc on sent vraiment derrière le vernis un peu humoristique et loufoque une volonté de lancer des messages presque de santé publique. Hein. Il y a donc en effet une référence aux school shootings. Il y a un moment dans un épisode, le lycée est bouclé à la suite de coups de feu dans l'enceinte de l'établissement. Et là encore, hein, on sent bien la prise en compte de la réalité de la vie du lycéen américain qui traverse les couloirs de McKinley, quand bien même on est à l'intérieur d'une série humoristique. Alors évidemment, il y a aussi toutes les diverses premières fois des adolescents qui sont exploités là encore de façon très typique de la série de lycée. Alors, les premières expériences avec l'alcool, les premières expériences sexuelles, tous ces sujets donnent lieu à presque des messages hein, de santé publique, plus ou moins déguisés. Il y a même un numéro vert pour le service téléphonique de prévention du suicide qui apparaît à la fin d'un épisode qui traite de... Et à la fois, c'est... un message de santé publique et c'est aussi une espèce de dénonciation du manque de moyens donnés à l'éducation et au lycée américain pour gérer ce genre de sujet. On peut citer en exemple une scène qui est particulièrement touchante dans Glee, où le jeune Kurt, donc le jeune homosexuel, qui voilà, n'a pas accès à des cours d'éducation sexuelle à son lycée, et son père Burt, qui est un Américain moyen typique de Midwest, qui aime la musique country, le sport, les voitures. Eh bien, ce Burt, ce père américain moyen qui est très très éloigné de tout ce qui est culture homosexuelle a priori, eh bien, il va passer outre son inconfort et celui de son fils pour avoir la fameuse première conversation sur la sexualité, parce que clairement le vide est criant au lycée McKinley sur ce sujet. Et là encore, hein, c'est important de se dire que cette scène-là, diffusée donc en 2010 sur la Fox, 5 ans avant la légalisation du mariage homosexuel par la Cour suprême aux États-Unis, mais on peut penser qu'elle n'a pas manqué de résonner dans de nombreux foyers américains et qu'elle a potentiellement pu débloquer certaines situations à l'intérieur de familles.
Marine, il y a aussi une idée importante quand on voit Glee, c'est tout ce qui est en rapport avec l'évolution des mœurs, c'est-à-dire et même des mentalités au début du XXIe siècle aux États-Unis, ça transparaît très très bien. Et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez appelé, qui est appelé comme ça par les fans de la série et par les gens qui en parlent, c'est les Gleeks. Est-ce que vous pourriez justement nous expliquer cette contraction entre Glee et Geeks, donc justement plus en détail? Oui, bien sûr. Alors, donc geek, c'est un mot qui est utilisé pour parler des gens qui sont, enfin des jeunes la plupart du temps, qui passent leur vie devant les ordinateurs et sur les réseaux sociaux. C'est pas forcément un terme trop, comment dire, amélioratif, mais il n'empêche que les geeks en général s'en sont emparés. Et donc, cette contraction entre Glee et Gleeks, eh bien, c'est pour nommer en fait la création de cette communauté de fans de Glee qui sont devenus très actifs sur les réseaux sociaux. Ça s'est vu, alors notamment, il y a eu un pic en 2011 où la série a été celle qui a généré le nombre de records de tweets pour toutes les séries en 2011. Et donc, les fans se retrouvent donc sur Twitter, mais ils se retrouvaient sur des groupes aussi sur Facebook et sur MySpace. Et certains même, et encore aujourd'hui, diffusent sur YouTube des recréations de leurs performances scéniques préférées. Et cette existence des réseaux sociaux en parallèle à la série, qui faisait presque revivre la série en parallèle sur les réseaux sociaux, les showrunners s'y s'en sont vraiment saisis, puisqu'ils ont profité de ce phénomène pour organiser ce qui s'est appelé des Glee Projects. Donc sur 2 saisons, il y a eu des émissions de télé-réalité, un peu comme un télécrochet, donc de 2011 à 2013, et c'était des énormes castings ouverts auxquels les jeunes Américains étaient invités pour tenter de gagner un rôle dans la série. Donc, c'est à la fois une série qui a généré un phénomène sur les réseaux sociaux, mais c'est aussi une série qui inclut l'impact des réseaux sociaux sur la vie des jeunes à l'intérieur de son scénario. Alors, on le voit à plusieurs niveaux. Alors plutôt sur une question négative, notamment lorsque Rachel est harcelée en ligne par les Cheerios, puisqu'elle poste elle aussi des vidéos sur Internet de ses performances, et on voit qu'elle récupère un nombre de commentaires très, très violents à ce moment-là. Et ça rejoint une question qui est très, très importante dans Glee, c'est la question du harcèlement. Alors évidemment, la question du harcèlement scolaire, c'est une question qui n'est pas que américaine, elle est bien entendu généralisée. Mais là, c'est vrai qu'autour de cette question-là, il y a vraiment un va-et-vient entre la série et ce qui se passe sur les réseaux sociaux, puisque en général, les conversations des Gleeks sur les réseaux sociaux, à la fin de chaque épisode, revenaient sur cette question du harcèlement, comment réagir face au harcèlement. Un des moments iconiques de la série, c'est lorsque les élèves du Glee Club se font doucher à la boisson glacée dans les couloirs. Ils reçoivent des boissons glacées qui s'appellent des slushies aux États-Unis en plein visage, et ça devient une espèce de gimmick. Et c'est comment est-ce qu'on réagit à ce harcèlement, comment on se débrouille, comment on s'en sort, qui est à la fois au cœur de la série, mais aussi au cœur des conversations échangées par les Gleeks sur les réseaux sociaux. Et on voit là, lorsqu'on parlait d'évolution des mœurs et des mentalités, on voit là quelque chose qui pose des questions sur les normes, sur la transgression des normes, sur la marginalisation de certains individus ou de certains groupes, ou de leur affirmation. Et évidemment, là, on rejoint le moment de l'ère Obama où, en effet, ce type de questions ont des échos très, très importants. Et les fans, donc les Gleeks, ils utilisent les réseaux sociaux pour s'exprimer sur les développements narratifs de la série, mais aussi pour exprimer leur avis sur les implications sociales qu'ils recouvrent. Et là, moi, j'ai envie de prendre un exemple qui est assez frappant. C'est l'exemple du couple lesbien qui est formé par 2 Cheerios, donc c'est Santana et Brittany,
qui forme le couple, l'un des deux couples homosexuels qui est mis en avant dans la série de façon récurrente. Et à l'époque de la diffusion, ce couple, il est célébré comme une rare représentation d'un couple lesbien qui s'éloigne des stéréotypes. C'est-à-dire que dans les fictions à l'époque, les lesbiennes, elles étaient représentées surtout comme étant masculines, un peu butch lesbians, comme on dit là-bas. Et là, on a deux Cheerios très féminines qui sont ensemble, et c'est un couple qui a fait énormément de bien à la communauté Gleeks, qui, au sens où voilà, les représentations bougeaient, commençaient à changer. Ce qui est remarquable aussi, c'est que lorsque le couple se sépare, alors il se sépare temporairement, puisque c'est un couple qui survivra la fin de la série, et que l'une des deux commence une relation avec Sam, donc un des jeunes garçons jeunes hommes plutôt, dont on a discuté auparavant, la réaction est plutôt négative sur les réseaux sociaux. Parce que voilà, on enlevait aux Gleeks ce couple-là qui était une source d'affirmation de soi, qui était une source positive, de représentation positive. Et donc, cette réaction très négative des fans, elle a conduit les scénaristes à inclure la réaction elle-même dans l'intrigue. Et il y a un moment donné assez remarquable où Brittany va rassurer Sam sur le fait que la communauté Internet qui les suivait, elle et Santana, saura reconnaître qu'au final, l'amour, c'est de l'amour, quel qu'il soit, et que ça doit être accepté par tout le monde. Donc, c'est assez remarquable, ce moment de va-et-vient entre l'impact de Glee sur les réseaux sociaux et l'impact des réseaux sociaux sur Glee. Vous évoquez à l'instant un couple lesbien, et c'est vrai que quand on voit Glee, on se rend bien compte que les questions autour des LGBTQIA et des questions d'inclusion, de diversité même au sens plus large, sont prises en compte, même si ça peut apparaître aujourd'hui en 2021 parfois un peu simpliste, mais c'est pris en compte, et je renvoie aussi, on en a parlé récemment dans l'émission avec Delphine Tarot sur les discriminations justement. Glee a souvent été mise en avant par sa volonté de lutter contre cette discrimination là. Oui, tout à fait. Et je reviens. C'est parfois, en effet, c'est un message qui peut paraître un peu simpliste, ou même en 2021 assez évident. Mais je pense qu'il faut prendre conscience quand même du chemin parcouru depuis l'époque de la première diffusion de Glee, où il était très inhabituel de voir des couples de lesbiens, des couples de lycéens homosexuels. Là, en plus, en prime time, sur la Fox, donc c'est quand même... Bon, alors évidemment, c'est pas Fox News, mais c'est quand même le même groupe de médias, à un moment où le mariage homosexuel était le débat, enfin, un des grands débats de société de l'époque. Alors, ce qui est intéressant, c'est que 2011, qui est donc une année assez charnière pour Glee, puisque c'est là vraiment où la cote de popularité est la plus haute, c'est aussi l'année de façon assez... alors, évidemment, c'est une coïncidence, mais c'est une coïncidence qui est parlante. C'est l'année où l'opinion publique américaine bascule majoritairement en faveur de l'autorisation du mariage homosexuel. Donc, c'est là que plus d'une moitié de la population se déclare en faveur. Il faut encore une fois se remettre dans l'ambiance du moment. En 2010, Barack Obama abroge officiellement cette politique instaurée par Bill Clinton, qui s'appelait le Don't Ask, Don't Tell, qui forçait les homosexuels à rester cachés pour pouvoir servir dans l'armée américaine. Et ça a un an, c'est en 2010, donc c'est vraiment le moment où les choses commencent à peine à bouger. Alors le Don't Ask, Don't Tell, c'était une position de compromis à l'époque de Clinton, ce qui permettait à des homosexuels jusque-là empêchés de servir dans l'armée américaine de le faire, mais sans pouvoir en fait s'affirmer en tant qu'homosexuel. Et par ailleurs, là aussi, puisqu'on est sur cette question de l'ère Obama, ce qu'il faut savoir, c'est que le président américain lui-même, le président Obama, il n'annoncera son soutien au mariage qu'en 2012.
en 2012, après une lente évolution de sa position personnelle sur la question. D'ailleurs, dans les interviews, il le dit souvent que c'est ses filles pour qui la question du mariage homosexuel n'était même pas une, en fait, était une évidence qui l'ont fait évoluer. Donc là encore, le poids de la jeunesse et de l'évolution de la jeunesse. Et donc Glee semble accompagner et encourager une dynamique sociale en faveur d'une acceptation graduelle de ce qu'on appelle les minorités sexuelles. Et ce qui est sûr, c'est que l'acceptation et la célébration de la différence, elle est de fait au cœur de la dynamique scénaristique de la série. Alors, évidemment qu'il y a des questions d'orientation sexuelle, mais il y a aussi la question de l'inclusion du handicap, moteur comme mental, qui est traité grâce à, pas de façon anecdotique dans la série, ce sont vraiment des personnages principaux ou des personnages récurrents qu'on voit qui sont en chaise roulante ou qui sont atteints de trisomie et qui sont vraiment au cœur de la série. Et Glee va aussi mettre en avant la question de la transidentité à travers 2 personnages qui sont aussi récurrents à partir de la saison 3. Alors à la fois parmi les élèves, mais aussi parmi l'équipe de professeurs. Et ce qui est quand même intéressant, c'est de se rendre compte que le format de comédie musicale, en fait, il est particulièrement propice à cette inclusion, en fait, parce que on a affaire à des performances faites par les élèves, qui sont ces losers ou ces misfits, hein, et qui sont des moments d'affirmation de soi. Le professeur William Schuster, il va donc constamment encourager ses élèves à faire de leur identité une force, quelque chose qui va être à mettre sur le devant de la scène, et ce qui va donner lieu à des performances scéniques et artistiques assez mémorables, hein, notamment lorsque les élèves reprennent les chansons de Lady Gaga, par exemple. Hein. Donc on voit vraiment ce moment-là d'affirmation important. On sent que les choses bougent, changent, commencent à évoluer, et c'est tout à fait retranscrit dans la série. Alors, il y a aussi, par rapport à ce ressort narratif, hein, vraiment des choses qui reviennent tout le temps, parce qu'il ne suffit pas juste de dire bon, les choses changent, ça avance. On sent bien aussi que ces élèves, ils sont au cœur de questions du moment, qui sont comment est-ce qu'on peut exister soi-même lorsqu'on ne correspond pas à la norme. Quelles sont les injonctions qui vont être les plus fortes? Est-ce que ce sont celles de la société très hétéronormative ou est-ce que ce sont celles de l'accomplissement personnel? Et évidemment, hein, les débats politiques du moment, ils vont être repris dans ce contexte, hein, de façon très réaliste lorsque Unique, l'élève transgenre, se voit dans l'impossibilité d'utiliser les toilettes de son choix. Donc vraiment, les débats de l'époque hein, qui traversaient l'Amérique à ce moment-là, qui étaient quelles toilettes doivent utiliser les personnes transgenres, arrivent jusqu'au scénario de Glee. Et c'est vraiment représentatif de ce moment-là des États-Unis qui évolue et qui en fait, ce qui fait de la série et à la fois de la communauté des Gleeks un terrain d'exploration pour nombre d'études de sciences sociales qui font pour objet de publication et qui attachent à analyser ces dynamiques-là de comment est-ce que on affirme sa différence, comment est-ce que l'Amérique peut devenir plus inclusive ou pas. Et il y a le milieu universitaire s'est saisi de ces questions-là. Et évidemment, on est là-dedans au cœur d'un pays qui est aux prises avec ce qui est appelé là-bas la guerre culturelle, hein, les culture wars, entre évidemment des mouvements plus progressistes et libéraux, comme on les appelle aux États-Unis, et les mouvements plus conservateurs et traditionnalistes. Glee, Marine, c'est aussi une série qui représente l'Amérique qu'on pourrait appeler l'Amérique profonde, hein, celle du Midwest, avec à travers d'ailleurs un certain nombre de clichés à la fois là, aux États-Unis, puis clichés pour nous quand on le regarde de l'extérieur en Europe. Alors justement, est-ce que on peut dire que, comme certains l'affirment aux États-Unis, cette Amérique du Midwest qui est plus majoritaire blanche, c'est plus majoritairement blanche, c'est ce qu'on pourrait appeler la vraie Amérique. Je mets bien sûr de larges guillemets là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire sur tous ces clichés qu'on peut revoir d'ailleurs très bien à partir de Glee?
Oui, oui, c'est alors la vraie Amérique avec oui, point d'interrogation, c'est une vraie question. C'est sûr que voilà, l'ancrage de Glee dans l'Ohio, il n'est pas là par hasard. Et c'est vrai qu'on est sur des clichés ou des représentations en tout cas qui font appel à des représentations assez binaires en fait entre des différentes types de populations et des différents endroits. Je veux dire, les oppositions binaires en ce moment pour décrire l'Amérique, elles sont nombreuses. Il y a progressistes contre conservateurs, il y a les régions côtières de l'Est et de l'Ouest contre l'Amérique profonde de l'intérieur des terres, il y a les zones urbaines contre les zones rurales. Et le fait que l'intrigue de Glee soit située dans le centre de l'Ohio, donc cet état du Midwest américain, ça convoque immédiatement certaines représentations stéréotypées chez le spectateur américain. En fait, le Midwest, ça évoque une Amérique attachée aux valeurs traditionnelles, mais dans le bon sens du terme, en fait. Valeurs traditionnelles où on travaille dur, on aide son voisin, on ne fait pas dans le chichi, comme dans les grandes villes côtières. Forcément, ça porte à clé le soir parce qu'on a confiance en sa communauté. On va à l'église le dimanche et on possède un bon sens naturel. On participe à la vie de la communauté. Et un certain nombre de personnages dans Glee représentent ce stéréotype ou réalité. Ça, c'est jusqu'à quel point le stéréotype est la réalité. Ça, c'est une bonne question à laquelle je ne me permettrai pas de répondre là tout de suite. Mais donc, le personnage de Finn, donc, dont on a parlé au début, hein, du quarterback, il est l'incarnation de ce brave type du Midwest, en fait. C'est un patriote. Il mouille la chemise sur le terrain de sport, il veut porter haut les couleurs de son école, et il fait preuve aussi d'un bon sens presque terrien dans les situations de stress ou de défi. Il a un côté leader là-dessus. Et sa petite amie du début de la série, Quinn est aussi un archétype de cette good girl, hein, de cette bonne fille du Midwest. C'est une élève studieuse, c'est une jeune fille pieuse. Elle est présidente du club des abstinents du lycée. Elle vit dans une famille qui obéit à des codes moraux chrétiens très stricts. Alors, pour l'anecdote, l'Ohio, et alors plus précisément la très petite ville de Westerville, hein, qui est la ville dans laquelle est censée se trouver la Dalton Academy, donc cette espèce cet établissement privé dans la série, c'est le siège de la Ligue anti-saloon, qui a été créée à la fin du 19e siècle et qui entendait mettre fin aux excès et aux déviances de l'Amérique modernisée, industrialisée, qui se développait à l'époque. Et ce qui est assez remarquable, c'est que dans la vraie vie, c'est-à-dire de nos jours, Westerville, ça accueille toujours un campus universitaire qui est sec, c'est-à-dire que c'est un campus où la vente et la consommation interdite. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui attire les sponsors, hein, qui sont plutôt conservateurs et traditionnalistes, qui sont attirés par cet endroit. Donc on a cette espèce d'association de l'Ohio avec toutes ces valeurs de la vraie Amérique, en tout cas celle qui ne se laisse pas trop pervertir par la modernité. Et cependant, voilà, on voit tout de suite qu'il peut y avoir très vite un revers de la médaille à cette logique, parce que sous ce vernis-là se cachent des situations moins positives et qui, elles sont typiquement associées à l'Amérique des petites villes et à l'Amérique rurale, du moins telle qu'elle est vue depuis les grandes villes. Quinn, donc, se retrouve enceinte. Elle tombe enceinte après avoir trompé Finn avec le bad boy du groupe. Et elle se retrouve enceinte suite à un rapport non protégé qu'elle croit sans risque. Et elle parvient même à faire croire à Finn, donc son petit ami officiel, qu'elle est enceinte de lui sans avoir eu de rapport. Et là, on voit bien qu'il y a là aussi une dénonciation des manques de l'éducation sexuelle, hein, ou éducation sexuelle qui est dans certains États du Midwest et du Sud plutôt basée sur la question de l'abstinence. Mais on voit bien sûr que là, cet refus de modernité, il est bien entendu à blâmer. Et ce qui est d'ailleurs vrai, hein, c'est que les États il y en a, qui fondent leur éducation sexuelle sur les messages d'abstinence sont ceux qui, aux États-Unis, connaissent le taux le plus élevé de grossesse chez les adolescentes. Et on peut y voir là un regard accusateur, un regard des
côtes des États-Unis, sur le manque d'adaptation à la modernité, à l'évolution des mœurs dans ces régions de l'Amérique, qui restent largement influencées par les moralités conservatrices, pour ne pas dire rétrogrades. Et dans ce contexte-là, on suit aussi le difficile parcours de Kurt, donc vers l'affirmation de son homosexualité. Il a une sorte de figure de pionnier, en fait. Il va ouvrir la voie du progrès à McKinley, mais il va ouvrir la voie du progrès vers plus d'acceptation de la diversité, mais non sans heurts. C'est vraiment très difficile et il va devoir vraiment faire face à d'énormes difficultés pour pouvoir s'affirmer homosexuel sans se retrouver dans des situations dangereuses. Et on voit aussi d'autres failles assez significatives dans ce portrait du Midwest traditionnaliste, notamment dans les parents de Quinn, donc, qui sont au premier abord une espèce de couple modèle du cœur de l'Amérique, de cette Amérique profonde, et qui rejettent leur fille à l'annonce de sa grossesse. Alors même que la mère cache très mal un problème de consommation d'alcool et que le père, malgré ses discours moralisateurs, trompe son épouse. Donc, c'est vraiment un portrait en demi-teinte de cette Amérique profonde qui est potentiellement considérée comme la vraie Amérique, mais qui par ailleurs a de nombreuses failles. Et dans cette optique, on peut analyser le personnage de Sue Sylvester, qui est vraiment un des personnages phares de cette série. C'est la coach des cheerleaders, et vraiment on adore la détester, Sue Sylvester, parce que c'est un personnage outrancier, mais qui est aussi impossible à cerner définitivement. Elle est un peu comme le Midwest et ses représentations paradoxales, elle est capable du pire comme du meilleur. Elle peut se lancer dans des discours, des espèces de longues diatribes qui laissent transparaître toutes sortes de préjugés crasses et autres stéréotypes racistes et homophobes, et même avec le recul, on pourrait presque la comprendre comme un signe de l'arrivée de Trump au pouvoir, tout comme elle peut se montrer intransigeante envers le harcèlement que subit Kurt, où elle peut être prête à tout pour protéger sa sœur ou son élève préféré, qui sont toutes deux atteintes de trisomie. Donc c'est vraiment un personnage très contrasté, très difficile à cerner, mais par contre, lorsque sous ce pic de politique, va se présenter aux élections pour représenter sa circonscription au Congrès américain, elle fait appel aux valeurs conservatrices et elle bâtit son programme électoral sur le gaspillage des impôts payés par les bonnes gens de l'Ohio, dans des cours d'art dramatique qu'elle juge inutiles, enfin en tout cas qui sont jugés inutiles et responsables de la corruption de la jeunesse. Alors évidemment, par les élites libérales, globalisées, qui détournent les jeunes de la vraie identité américaine. Donc on voit vraiment les tensions sur les valeurs et sur qu'est-ce que c'est que la vraie Amérique. Elles sont là au cœur de la dynamique des scénarios et même de ce que présente Glee comme message. Et on comprend un peu aisément pourquoi la plupart des élèves du Glee Club en fait ne rêvent que de l'ailleurs que représente New York. Alors évidemment, New York, c'est la capitale des arts et de la culture, c'est cosmopolite, c'est progressiste, et tous ceux qui se sentent à part à McKinley sont supposés trouver leur voie et être acceptés pour eux-mêmes, par eux-mêmes là-bas, sans difficulté. Et on voit bien que les modèles de succès qui motivent les élèves sont en effet des stars de Broadway ou d'Hollywood, et que ce sont des chanteurs et des chanteuses qui sont associés à ces modes de vie des élites globalisées, cosmopolites, comme on les appelle. Certaines font même des apparitions dans la série, soit dans leur propre rôle. Alors on peut citer Olivia Newton-John, on peut citer Patti LuPone, Britney Spears ou encore Gwyneth Paltrow ou Ricky Martin, qui joue le rôle de professeur dans quelques épisodes. On a Gloria Estefan et Jeff Goldblum, qui sont aussi au casting en tant que parents de certains élèves. Et donc, on voit bien que New York ou Los Angeles, pour certains des élèves du Glee Club, sont les horizons à atteindre pour ces jeunes qui rêvent de gloire et qui se sentent englués, limités dans cette espèce de centre un peu endormi de l'Amérique. Et alors, ce qui est remarquable, c'est que tout n'est pas vraiment aussi clair et aussi manichéen que ça, parce que lorsqu'ils arrivent à New York ou à Los Angeles, les membres du Glee Club, alors ceux qu'on suit majoritairement à New York, une fois qu'ils ont obtenu leur diplôme secondaire, mais ils se retrouvent face à l'adversité et à l'anonymat de la grande ville. Leur rêve américain, en fait, il ne va pas de soi. Et ce qui est assez ironique, c'est que
lorsque le sujet des agressions que peuvent subir les homosexuels est traité, et bien en fait, cette agression homophobe qui envoie un jeune à l'hôpital, elle a lieu à New York dans la série. Et là, on voit la réaction du père de Kurt, donc ce brave type du Midwest, celui qui est gérant d'un magasin de pneus, là. Il ne comprend pas en fait. Il ne comprend pas, il réagit avec énormément de colère à cet événement parce que New York, ça devait être l'endroit où son fils devait être en sécurité. Et ce n'est pas le cas. Et donc New York, là aussi, encore une fois, c'est pas tout rose, ça tient pas toutes ses promesses d'anticipation. Et ce qui est remarquable aussi, c'est qu'une fois que les protagonistes initiaux de la série partent à New York, eh bien, ou ailleurs, par ailleurs, certains vont à Los Angeles, d'autres vont ailleurs, ils les font revenir régulièrement à Lima, Ohio, comme si cette petite ville, c'était un retour aux sources nécessaire, malgré ses défauts. Donc, des stéréotypes, certes, mais aussi des représentations qui laissent place à de la nuance et de l'ambivalence. Vous venez d'évoquer à l'instant effectivement le fait que Glee se passe dans l'Ohio et c'est vrai que c'est peut-être pas par hasard parce que c'est un État assez spécifique du Midwest justement parce que on peut y aborder un certain nombre de caractéristiques qui est d'évolution aussi à la fois politique et sociale des États-Unis et ça Glee le montre très très bien là-dessus et souvent d'ailleurs on a tendance à dire que l'Ohio au niveau politique d'ailleurs fait partie de ces États important pour faire basculer l'élection présidentielle américaine, comme on a pu le voir d'ailleurs à l'époque d'Obama. Oui, l'Ohio, c'est vraiment un État qui, dans les dynamiques politiques et les dynamiques de politique nationale, il a toujours eu, en tout cas, depuis les années 60, il a toujours été au centre de l'attention parce que c'était considéré comme un baromètre politique de la nation. En fait, à partir des années 60, l'État a toujours voté, alors jusqu'à récemment, comme le reste du pays au présidentiel. Et donc, il était commun de dire que l'Ohio, il fallait gagner l'Ohio pour gagner l'élection présidentielle parce que jusqu'à présent, pendant très longtemps, on ne gagnait pas une élection présidentielle sans gagner l'Ohio. Donc, l'Ohio, c'était à la fois un swing state, c'est-à-dire un État qui pouvait changer de couleur politique d'une élection présidentielle à l'autre, mais c'est aussi une sorte de condensé représentatif de l'Amérique qui permettait jusqu'à encore récemment, donc, de prendre le pouls du pays. En fait, c'est un État qui est assez hybride, au sens où il est à la fois rural et urbain. On a tous les élevages de porcs autour de Cincinnati et les industries autour de Cleveland. C'est un État qui mélange une population de cols bleus et de cols blancs. Donc, les cols bleus, évidemment, dans les industries, et les cols blancs aussi parce qu'il y a un énorme campus, le campus à Columbus de Ohio State University, qui est le deuxième plus grand des États-Unis en termes de nombre d'étudiants. C'est aussi un État où les zones industrielles fournissaient donc une réserve de voix pour les démocrates grâce aux liens que le parti avait avec des syndicats qui étaient très puissants et qui gardaient aussi des électeurs fidèles au Parti républicain dans les zones plus rurales. Et ce qui était remarquable, c'est que les deux blocs d'électeurs étaient très similaires en sens de nombre de gens. Il y avait un nombre de personnes qui s'identifiaient démocrates ou qui se considéraient républicains, qui étaient assez similaires. Et il y a aussi aux États-Unis un nombre d'électeurs qui se disent indépendants et qui donc sont ces électeurs qui faisaient du coup, un peu suivant l'air du temps, peser la balance d'un côté ou de l'autre, soit républicain, soit démocrate, un peu donc en suivant l'ambiance du pays. Et donc, la démographie de l'État ayant longtemps reflété celle du pays, l'Ohio était un État qui, tous les 4 ans, devenait le centre de l'attention des campagnes électorales et situait énormément l'intérêt des médias. Et donc, pendant que la diffusion de Glee, donc Barack Obama a remporté 2 fois l'Ohio. Et donc, on pouvait penser que l'État s'engageait dans une tendance progressiste qui pouvait se voir à l'intérieur de la série, avec l'évolution graduelle des mentalités au gré des saisons, ou même l'évolution à l'intérieur des couloirs de McKinley où on ne voyait pas de couple homosexuel dans les couloirs et au bout des fils graduels des saisons, on voyait ces couples homosexuels
dans les couloirs. Donc, on pouvait se dire, tiens, voilà l'Ohio une représentation de l'Ohio qui part vers une tendance un peu plus progressiste. Cependant, l'Ohio, il a voté 2 fois pour Trump, donc dernières élections, et avec des écarts de voix qui sont sensiblement plus élevés que lors des autres élections. Donc, quelque chose d'un peu plus significatif que le swing state habituel. Et l'État, en fait, il semble plutôt être en train d'amorcer un virage conservateur, alors qui peut s'expliquer par une tendance démographique qui est un petit peu différente des États voisins, comme le Wisconsin et le Michigan, qui, eux, sont repassés dans le giron démocrate, qui avaient voté Trump en 2016, mais qui ont voté Biden en 2020. Et la différence entre l'Ohio et le Wisconsin et le Michigan, c'est que la population de l'Ohio, l'évolution démographique, elle va vers une part de la population blanche qui, en fait, reste plus élevée que celle de ses voisins immédiats. Ce qui est aussi vrai, c'est qu'au-delà de l'élection présidentielle, la politique locale de l'Ohio, elle est largement dominée par le Parti républicain qui profite d'une majorité confortable au Congrès local. Et ces derniers temps, l'Ohio, en tout cas les parlementaires de l'Ohio, ont fait parler d'eux, ils ont fait les gros titres, parce qu'ils ont imposé des lois très restrictives sur l'avortement. Ce sont notamment ces Heartbeat Bills, ce sont ces lois qui interdisent les avortements dès qu'un battement de cœur fœtal peut être perçu. Alors évidemment, ce sont des lois qui ne résistent pas jusqu'à présent au passage à la Cour suprême, mais bon, jusqu'au jour où. Et cette mainmise des républicains sur la politique locale, elle leur permet aussi de décider des découpages électoraux qui leur sont très favorables. Et on a un agenda qui est socialement conservateur, qui tient vraiment le haut du pavé en ce moment dans l'Ohio. Et ce qui est assez remarquable, c'est que Donald Trump là, s'est lancé dans une série de rallyes pour commencer à remobiliser sa campagne pour une potentielle élection en 2024. Et sa première étape, ça a été Cleveland, dans l'Ohio, le 26 juin dernier. Son premier rallye de retour, c'était à Cleveland. Donc là encore, il me semble que ce n'est pas un hasard. Voilà, c'est assez vrai qu'on observe un repli identitaire de l'Amérique blanche alors partout aux États-Unis, mais peut-être encore plus dans l'Ohio, à tel point que dans certains comtés ruraux dans l'Ohio, on voit des drapeaux confédérés qui apparaissent dans les jardins ou sur les voitures. Quand bien même c'est historiquement assez incompréhensible, puisque l'Ohio n'a jamais été sécessionniste, mais voilà ce drapeau confédéré qui revient un peu, qui montre son nez dans l'Ohio. Et donc, dans l'ère polarisée à l'extrême de la politique américaine, il semblerait que cet État, qui était l'État modéré par excellence, commence à choisir son camp, côté plutôt conservateur. Marine, qu'est-ce qu'on peut dire finalement sur la série Glee 6 ans après, on voit, on l'a vu tout au long de l'émission, qu'il y a eu des évolutions, mais c'est quand même une série qui à la fois a marqué et continue de marquer le paysage sériel américain. Et c'est vrai qu'une partie des messages que l'on y voit dedans, comme vous l'avez montré aujourd'hui, est vraiment toujours d'actualité. Oui, c'est une série qui est encore, dont on voit encore des discussions à son sujet sur les réseaux sociaux. Elle est maintenant disponible sur plusieurs plateformes. Elle est disponible à la fois sur Netflix, sur Disney+, sur Amazon. Donc bon, c'est facile de la voir ou de la revoir ou de la redécouvrir. Elle compte donc toujours ses fans actifs, même si c'est une série qui a connu son pic de popularité avant la fin de la série elle-même, en fait. C'est une série qui, maintenant, un petit peu obtenu le statut de série maudite. Déjà, il y a eu la mort de Finn, plutôt la mort de Cory Monteith, qui incarnait le personnage de Finn, qui l'a privé d'un de ses piliers, et les hésitations scénaristiques qui ont suivi, c'est-à-dire qu'une fois que les New Directions originels, les premiers, sont partis à New York, et que la nouvelle promotion de jeunes étudiants est arrivée à Lima, c'est une série qui semblait être prise dans un entre-deux, qui n'arrivait plus trop à faire sens en final. Donc c'est vrai qu'elle a été c'est un peu paradoxal. Elle a été à la fois
elle est perdue de sa popularité avant la fin de sa diffusion, et pour autant, elle reste 6 ans après, toujours dans les discussions, toujours sur les réseaux sociaux. Donc, on peut parler d'un phénomène Glee, il a été de courte durée, mais pourtant, il y a quand même un impact durable sur la représentation des communautés LGBT+, dans la culture populaire et sur l'évolution des mentalités qui n'est pas à négliger. On voit que la société américaine reste encore fermée sur certains sujets, que ça s'ouvre petit à petit, mais il y a des choses qui se sont produites ces derniers temps, qui sont quand même un petit peu représentatives du fait que Glee était le miroir d'une époque, avec en 2020 l'arrivée au Congrès de la première sénatrice transgenre, par exemple, ou il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, un joueur de la NFL qui a été le premier de la ligue, qui n'est pas forcément connu pour son ouverture d'esprit sur tout, a déclaré publiquement son homosexualité sur les réseaux sociaux. Donc, vous voyez, on a l'impression que cet impact-là se joue encore en 2021 et que les sujets au cœur de la série Glee sont des sujets, bien entendu, toujours hautement d'actualité en 2021. Marine Boyer, merci pour cette présentation de la série Glee. Alors, vous avez, comme tous les intervenants et intervenantes, communiqué une bibliographie indicative à la fois sur la série, mais aussi, c'est très intéressant, sur ce qu'on vient d'évoquer à l'instant, sur le Midwest, sur l'Ohio. Donc, ça permettra aussi aux auditeurs qui voudraient aller plus loin de mieux connaître cette partie clé des États-Unis. Donc, on la retrouve, cette bibliographie, sur notre site internet histoireensérie.com. Et puis, vous, les auditeurs, si vous avez des questions sur cette série et sur d'autres, vous pouvez bien sûr nous suivre sur notre fil Twitter @histoiresérie ou discuter avec nous en faisant partie de notre groupe Facebook sur Histoire en série. Vous pouvez retrouver en même temps le résumé de l'émission et les liens pour aller l'écouter sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube sur notre partenaire nonfiction.fr. Marine, il ne me reste plus qu'à vous remercier de cette présentation à la fois, on va dire, très musicale et puis sociologique, voire politique de la série Glee. Et puis, j'espère vous retrouver peut-être bientôt, pourquoi pas d'ailleurs, pour une émission en anglais. Ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci Marine, à bientôt. À bientôt. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Such a beautiful planet, populated by your